c'est vraiment d'incarner ce que tu as envie de faire passer à tes équipes. C'est hyper important de l'incarner. Ouais. Être fidèle à toi-même. Ouais, exactement. Et fidèle à toi-même et surtout, voilà, fidèle à ce que tu veux qu'ils fassent. C'est-à-dire que toi-même, tu dois être comme ça. Si tu demandes à tes équipes d'être rigoureuses, toi-même, tu dois être rigoureux. Ouais, Si tu demandes à tes équipes de pas écrire trop de mails, toi-même, tu dois pas écrire trop de mails. Des tartines, Voilà. Ouais. C'est vraiment ça qui est important, en fait, je pense. C'est de se... Et voilà, et parfois, t'as le naturel qui te rattrape, t'as envie d'écrire un petit mail, etc. Je dis ça parce que j'embête mes équipes en leur disant que, voilà, on écrit trop de mails. Et donc... Et tu leur dis par mail? Non, ça pourrait. Non, mais parfois, je leur dis, je suis à 2 doigts de t'écrire un mail, à 2 doigts de transférer, et je me bloque, tu vois, en me disant, non, il n'y a pas d'urgence. On se voit dans 3 jours, on a un one-to-one physique d'1 heure, on en parle à ce moment-là. Et en plus, l'échange, tu vois, c'est tellement plus sympa que le mail. Après, le mail est très utile, bien sûr, pour informer, pour mettre... Voilà, le c'est mail pas un combat sert, anti-mail. Voilà, non, exactement. Du coup, tu vois, ce que je veux dire, c'est incarner vraiment... ce qu'on veut être. Voilà, exactement. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Le Faire en Vrai, je reçois Elisa Kong, directrice retail chez Guerlain France. On va évidemment parler de management et notamment de transparence et de comment elle fait pour laisser de la place dans ses équipes. Salut Elisa. Salut Patrick. Je suis hyper content de te recevoir. Moi aussi. Surtout que ça faisait un moment qu'on avait programmé cette interview et puis qu'on a dû repousser, etc. C'est vrai. Donc ça fait un moment que tu y penses, j'imagine que tu sais exactement tout ce que tu vas nous raconter. On a tellement de choses à se dire que voilà, faut choisir un moment, mais ça fait quelques jours que je pense à ce qu'on va se raconter. Voilà. Alors nous, on se connaît quand même depuis quelques années maintenant. J'ai pas fait le décompte, mais ça doit faire bien. Depuis 2018. 2018, ouais, c'est ça, j'aurais dit 5-6 ans, effectivement. Tu travaillais chez Dior à l'époque, Dior Parfum. Et quel était ton rôle là-bas? Alors écoute, j'ai travaillé 13 ans chez Dior et à ce moment-là, quand on s'est rencontrés, j'étais en charge de la retail performance et de la retail excellence. D'accord, ce qui consiste grosso modo? Grosso modo à accompagner les équipes terrain dans leur job au quotidien avec des outils, des process pour les rendre plus efficaces en lien avec la stratégie de la maison. Donc le retail, pour ceux qui l'ont pas, c'est les boutiques. Voilà. Que ce soit dans les grands magasins. C'est ça. Les corners dans les grands magasins. Voilà, aux Galeries Lafayette par exemple, ou les boutiques en propre. Dior, voire même les Sephora, ou quand il y a des corners. Oui, alors à ce moment-là, je travaillais aussi sur cette partie-là, oui, en effet. Et là, tu n'es plus chez Dior? Non, je viens juste d'arriver chez Guerlain. Tu viens de changer, donc chez Guerlain. Ouais, tout à fait. Donc toujours dans le parfum. Toujours dans le parfum. Grande maison de parfum aussi. La plus grande, probablement. On peut dire, je crois. La plus grande. Et qu'est-ce que tu fais du coup chez Guerlain? Je suis directrice retail pour le marché français, donc je m'occupe, dans la continuité de ce que je faisais avant, des boutiques en propre et des grands magasins. Et donc là, tu manages toutes les équipes qui sont donc dans les différents points de vente de Guerlain? Oui, c'est ça. Et donc ça fait combien de points de vente environ en France pour qu'on ait là 25. 25. Donc là, c'est des Galeries Lafayette des Printemps. Voilà. Et des boutiques et des boutiques en propre. Il y en a une sur les Champs-Élysées, par exemple, etc. Il y en a dans d'autres villes aussi, des boutiques en propre? Vous êtes surtout à Paris? Ouais. Que à Paris? Ouais, on est basé à Paris. Ah oui, il y en a une aussi près de la Madeleine, non, c'est ça? Oui, Tronchet. Ouais. Pas très loin. Hein. Non, c'est pas très loin d'ici. Oui, nous, alors, on est boulevard Haussmann. Donc, effectivement, c'est pas très très loin. Tu manages combien de personnes? Ça fait combien de personnes à peu près? Un peu moins de 200. Alors, pas en direct, heureusement, mais... Non, mais un peu moins de 200. Oui, donc c'est quand même maintenant des grosses équipes. C'est la plus grosse équipe que tu aies jamais managée, j'imagine? Oui. Avant, tu étais plutôt en transversal, tu avais des petites équipes, etc. Et là, on te fait confiance chez Guerlain. Ouais. Alors, j'ai eu la chance de manager un peu moins de 100 personnes quand j'étais chez Dior. J'ai été retail manager et donc je m'occupais, tu vois, en direct, j'avais les responsables de stand des corners Galeries Lafayette et Printemps. D'accord, ok. Donc, c'est pas ta première expérience de management de terrain. Alors, moi, je voudrais qu'on parle évidemment dans cette émission de management des hommes et des femmes que tu as eu dans tes équipes. Tu as commencé tout de suite, toi, à manager ou ça s'est passé comment? Non, j'ai managé, tu vois, 7 ans après être arrivée chez Dior. Donc, j'ai commencé sur le terrain, après j'ai été chef de produit, j'étais compte clé, voilà. L'opportunité s'est présentée. On m'a donné cette responsabilité et je me suis dit pourquoi pas ça t'a pas fait spécialement peur, ça t'amusait quoi? Ouais, je peux pas dire que je me suis toujours posé des questions sur le management, c'est pas ça, mais j'ai toujours aimé le contact, j'ai toujours aimé aimer les gens, on va dire. De façon un peu globale et je me suis dit tiens, ça peut être en tout cas ça sympa. Ça t'a semblé logique, en tout cas tu t'es dit je me sens prête et j'ai plus ou moins envie d'y aller. Je pense, voilà, à l'époque mes RH m'avaient encouragée à le faire justement pour construire un parcours et c'est vrai que je m'étais dit ça y est, c'est le bon moment.
Je sentais que j'avais l'assise pour. Alors moi, ça fait quand même donc du coup 5 ans qu'on se connaît et ce qui va être vachement intéressant et on va essayer de voir ça dans le parcours, c'est que surtout moi, ce qui me marque chez toi, c'est que tu as énormément progressé. C'est-à-dire qu'on voit que tu progresses très très vite. Je parle pas dans l'organisation, mais dans la façon de manager. Hein. Et j'ai envie de comprendre ça. Et je trouve surtout que tu parles très bien de tes progressions, c'est-à-dire des choses que tu apprends et des choses que tu fais. Donc je vais essayer de te faire raconter ça. La première chose, là, quand on a préparé cette émission, tu m'as dit je me pose plein de questions autour de la transparence. Quelles sont ces questions, d'où elles viennent, de quelle transparence tu parles et où est-ce que tu en es de ce parcours-là justement? En fait, tu sais, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que mon mari dit toujours à ma fille, il faut jamais faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on te fasse. Et il lui répète à chaque fois, donc, tu vois, et puis même c'est un peu un précepte de l'éducation qu'on t'inculque, etc. Et en fait, je trouve qu'en management, c'est pas forcément vrai en fait. T'as des situations où tu te retrouves finalement à devoir faire l'inverse, et c'est ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Moi, j'ai pas forcément envie qu'on me dise, qu'on soit, trop transparent avec moi. Je préfère qu'on vienne me voir quand les choses sont faites. Je veux pas forcément. Alors, moi, j'entends transparence par exemple, m'expliquer toutes les étapes avant d'arriver à un objectif. Je sais pas si tu me suis. Par exemple, toi, t'as pas besoin qu'on t'explique. Ah Elisa, je suis en train de construire l'objectif. Non, toi, t'as besoin qu'on vienne te voir et te dise ça y est, on a la décision, voilà la décision. Exactement. T'as pas besoin de savoir qu'elle est en train de se construire. Surtout si je suis en demande, tu vois, je suis collaborateur, je suis en demande de quelque chose, je demande quelque chose à mon manager. J'ai pas besoin de savoir où on en est, le timing et tout. Je préfère qu'il revienne me voir en me disant ok, c'est fait, tu vois, pas de faux espoirs, pas de up and down. Et en fait, ce que j'ai expérimenté il y a quelques temps, c'est qu'au contraire, parfois, il faut savoir donner ce que j'appelle de la transparence et donner de la visibilité sur chacune des étapes parce que c'est propre à chacun, c'est propre aux collaborateurs, ça dépend des situations, etc. Et j'ai vécu ça avec une personne de mon équipe qui m'a sollicité, qui m'a demandé quelque chose et au fur et à mesure, donc moi j'avançais, tu vois, j'avançais. Tu t'en occupais. Je m'en occupais. C'était de l'ordre RH, on rentre pas dans le détail, mais elle te demande quelque chose de leur RH et tu t'en occupes. Je m'en occupais, donc il y avait plein de points de validation, plein d'étapes. Ça se fait pas comme ça, voilà. Et au final, je lui donnais pas forcément de visibilité sur ce que j'étais en train de faire. Et son timing n'étant pas celui de l'entreprise, puisqu'elle était en attente et donc plus pressée que ce que l'entreprise peut lui donner, et forcément, à la fin, elle est venue me voir un jour en me disant mais j'ai l'impression qu'en fait tu ne m'aides pas. Sauf qu'en fait, j'œuvrais mais toutes les semaines, c'était dans ma tête, j'étais en train de trouver des espèces de, je faisais des plans pour arriver à ce que je voulais faire, etc. T'étais à fond pour elle, mais elle avait l'impression que tu faisais rien. C'était vraiment de la stratégie pure. Je me disais non, ça je peux pas le dire à ce moment-là, ça va pas le faire. J'étais dédiée à sa problématique, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur en plus. Et donc si tu veux, on s'est retrouvés en fait un peu face à face en se disant mince, en fait on se comprend pas parce que moi ça fait des semaines que j'œuvre pour toi, je te dis pas tout, et toi en fait t'attendais de moi que je sois plus transparente sur les étapes. Et en fait c'est vrai que moi je me suis toujours dit voilà, si on revient vers moi un jour, je préfère qu'on me dise voilà, ça en est là. Alors qu'en fait j'avais le sentiment, si tu veux, que le fait de lui dire j'ai vu telle personne, elle réfléchit, elle prend le point. Et donc, c'est pas spontané, en fait. C'est pas un grand oui, mais c'est bon, on verra, on va voir si ça vaut le coup, tu vois. Moi, je me disais, à la place du collaborateur, c'est pas forcément bien perçu d'avoir toutes les étapes, tu vois, dans ce cadre-là. Oui, toi, tu pensais qu'il y avait vraiment pas besoin de voir que c'était contre-productif et que tu l'as pas fait. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Le premier truc, c'est que quand ça se passe comme ça, toi, il y a un déclic dans ta tête. C'est-à-dire, au-delà du cas de cette fille, il y a un déclic, tu te dis, merde, en fait, j'ai fait une erreur. Je me dis, mais en fait, il faut, c'est basique, ce que je vais te dire, et tu vas te dire, oui, merci. Il faut s'adapter à son collaborateur. Non, mais, oui, merci. Voilà. Bravo, Elisa. Voilà, exactement. Mais c'est juste que tu t'es dit, mais tu vois, par rapport à cette espèce de petit précepte que j'avais dans ma tête, que j'entendais toujours en toile de fond, dans ma vie de famille, je me disais, non, en fait, ça, en l'occurrence, il faut que vraiment que tu t'adaptes et que tu sentes les choses, en fait. Tu sois moins, figé dans tes préceptes, quoi, et tu te dises pas, non, vaut mieux lui dire parce que toi, et que tu sois un peu plus fine et que tu sentes un peu plus les choses. Et donc, parfois, faut savoir aussi, je trouve, prendre le risque d'être un peu trop transparent parce que ton collaborateur en a besoin. Il a besoin de cette transparence. Il a besoin de voir que tu te bats pour lui. Tu vois, entre guillemets, que t'es en train d'avancer pour lui. Et lui, ça l'aide aussi à tenir, tu vois, selon aussi son degré d'urgence dans la situation que t'es en train de résoudre. Ça lui permet de comprendre, mais c'est ce que je te disais en préparant. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que ça lui permet de comprendre le monde dans lequel il vit. C'est-à-dire que il y a la décision qui est une chose qu'il attend et en l'occurrence qu'elle attend et on peut le comprendre, mais elle a besoin de savoir dans quel monde on vit. Sinon,
si c'est une boîte noire complète, en fait, c'est particulièrement inquiétant. En fait, c'est ça que tu découvres dans cette expérience. Ouais, exactement. Et c'est vrai que ce que moi, j'ai envie de dire à ce moment-là à mon équipe, c'est de dire, ton timing, en fait, n'est pas forcément celui de l'entreprise. Parce que si on veut obtenir, on peut pas obtenir comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu vois, on parlait de complexité dans l'organisation. Ça marche pas. Tu peux pas obtenir les choses comme ça. Donc, le manager, il se doit aussi d'amener les choses, au bon timing, auprès des bonnes personnes, etc. Si c'est pour ça qu'il faut leur expliquer, pour moi. C'est ça qui est important et que tu as découvert. C'est qu'ils n'ont pas forcément besoin de savoir chaque action que tu fais, mais ils ont besoin de comprendre la complexité du système. Et c'est pas une insulte de dire, Guerlain, ça fait partie du groupe LVMH, c'est une grande entreprise. Il y en a des beaucoup plus grandes, mais je veux dire, c'est quand même une grande entreprise. Et donc, il y a des processus qui rendent les choses un peu plus longues que ce dont je rêverais si en fait, on dealait que tous les deux. En fait, elle aurait eu sa réponse en 5 minutes si vous étiez que tous les deux. Ce qui fait qu'elle n'a pas sa réponse en 5 minutes, c'est que vous êtes plus nombreux. Et donc, du coup, il y a un peu plus de complexité, quoi. Et ça, on a besoin de comprendre ce truc, sinon on a l'impression que c'est une espèce de boîte noire dont on ne comprend pas les logiques. Donc ça, pour moi, ça a été un vrai apprentissage, tu vois, de se dire, finalement, il faut bien jauger la situation, savoir ce que la personne attend, et puis quitte à aussi verbaliser, tu vois, quitte à formuler clairement, ok, donc qu'est-ce que tu attends de moi ? Et du coup, est-ce que tu as besoin de savoir où j'en suis dans les étapes, ou est-ce que tu préfères que je revienne vers toi avec la décision, tu vois ? À la limite, c'est ça, c'est juste poser la question. C'est ça peut-être que tu aurais dû faire. Mais En tout cas, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et tu dis, ça va te paraître évident quand tu dis, il faut s'adapter aux autres. Et, en fait, l'émission, elle s'appelle Le Faire en Vrai parce que oui, c'est évident à dire, mais en fait, en vrai, moi, je pense qu'il y a plein de managers comme toi. Dites-nous, d'ailleurs, si vous avez les mêmes expériences qu'Elisa, mais je trouve que c'est ça le problème. C'est que le faire en vrai, c'est beaucoup plus difficile à faire. Il faut s'extraire de soi et tout. Moi, je trouve ça cool. Merci d'en parler, mais je trouve ça particulièrement difficile à faire parfois. Et c'est bien de l'avoir découvert comme ça. Et donc maintenant, tu communiques plus sur le comment, j'imagine. Voilà, exactement. Exactement. Maintenant, c'est ce que je fais. Je le mets en pratique vraiment là dans mon nouveau job. Je donne de la visibilité, etc. Ce qu'il faut que je fasse plus, c'est poser la question, tu vois. Pour caler, pour régler l'intensité. Oui, parce que si ça se trouve, une personne comme moi, elle a pas besoin de savoir toutes les étapes. Moi, j'ai pas besoin de savoir, tu vois, même dans la vie, j'ai pas besoin de m'encombrer avec un peu toutes les étapes de la réflexion. Je préfère vraiment savoir où t'en es. Si tu me racontes le chemin, je te jure, je suis un peu, je déconnecte un peu. Moi, j'ai vraiment besoin de savoir si oui ou non, si c'est 50%, 100%, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment cette question qu'il faut poser. Enfin, pour moi, ça fait aussi partie de la modernité du management. Et du coup, t'en vois les bénéfices de faire ça? Tu sens que ça crée une autre relation maintenant que tu le fais plus régulièrement avec tes équipes? Oui, je pense que oui. En tout cas, l'équipe te dit merci pour la transparence. Même quand l'info que tu leur donnes n'est pas la réponse. Oui, tu vois. Et alors que moi, vraiment, je pensais que c'était pas forcément productif. Mais ils savent que entre guillemets, tu t'avances pour eux. Et donc, je pense que c'est productif. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai un peu la même expérience. J'ai ce genre de surprise aussi. Parfois, tu vois, donner une info, je me dis, moi, c'est pas très intéressant. Et puis en fait, un peu plus tard, j'apprends par un feedback ou par une petite discussion que c'était hyper intéressant que tu nous dises ça. Bon, ok. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que les entreprises, c'est un monde, même la nôtre, elle est petite, il y a 15 personnes, mais c'est un monde où on peut assez vite fantasmer ce qui se passe. Oui, c'est ça. Se faire des films, imaginer que voilà. Alors qu'en fait, il y a le timing qui se joue, il y a des décisions qui se jouent, ça prend du temps de faire bouger des organisations, etc. Et donc, c'est vrai qu'au moins, ton collaborateur sait que c'est complexe et que ça avance pas aussi vite, mais que tout le monde en a conscience aussi. Ça, je pense que c'est important. Tu vois, quand tu es dans une situation un peu bloquante en tant que collaborateur, tu es content de savoir que les autres le savent, tu vois. En tout cas, il y a une prise de conscience, par exemple, tu vois, d'une charge de travail. C'est important, je pense, de le sentir. Donc maintenant, tu es défenseur comme nous de la transparence en management? Oui, je suis défenseuse comme vous de la transparence. Je pense qu'il faut qu'on le soit un peu plus et en tout cas, il faut qu'on pose la question à son collaborateur de comment tu as envie en fait que je communique avec toi. On a fait toute une vidéo sur la transparence avec Carline et Djibilia, donc je vous invite à aller voir. On vous mettra le lien en commentaire et pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on en dit. Moi, il y a un deuxième sujet qui m'a vraiment frappé en travaillant avec toi ces dernières années, donc sur des durées assez courtes, 5 ans, c'est pas énorme pour de tels progrès. Moi, je t'ai toujours connu motivée, pleine d'entrain et d'énergie, pas de problème. J'avais le sentiment, quand je t'ai rencontré, que tu
tu étais surtout motivé, en tout cas, tu étais concentré sur faire ton travail et le faire bien. Ouais. Et je t'ai vu en une durée assez courte prendre conscience et prendre du plaisir à t'effacer pour faire exister les autres beaucoup plus. Et vraiment passer de un peu superstar de Dior à quelqu'un qui fait émerger des gens. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement rapide. Est-ce que tu as vu ça dans ta progression? Comment tu as vécu ce passage-là? Je l'ai pas vraiment vu. D'accord. C'est plutôt quand on en a parlé que Ouais. je me suis dit, ouais, peut-être en effet, c'est vrai que je suis comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je donne plutôt de la place à mes équipes pour se positionner, que ce soit, tu vois, au sein de réunions, que ce soit aussi dans leur mission au quotidien, à l'écrit, etc. Tu vois, je vais pas chercher à parler en premier ou à parler derrière les collaborateurs. Enfin voilà, parler pour parler, moi ça m'intéresse pas. Et je vais plutôt aujourd'hui, je vais plutôt leur laisser de la place. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu le syndrome de la bonne élève, celle qui répond en premier, etc. Donc, je sais pas comment je l'ai travaillé ça, mais tu te rends compte que les équipes, elles sont beaucoup plus heureuses et épanouies dans leur travail quand elles ont leur place, en fait. Quand elles ont leur mission de A à Z. Parce que tu vois, tu parlais du faire en vrai, c'est aussi pareil quand t'es manager. Tu leur demandes de faire quelque chose, mais si tu réponds à leur place, c'est hyper démobilisant, en fait. Enfin, moi, par exemple, je me freine, tu vois, si par exemple, il y a quelqu'un qui écrit un message et que mon collaborateur est en copie, je vais pas répondre. Oui, je t'ai vu faire, même en réunion d'ailleurs. Mais pour moi, il y a une vraie différence. Je pense que tu répondais et que tu ne réponds plus. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles de fois où, parce que moi, je pense que comment t'as changé ça, je pense que t'as fait des expériences et que t'as vu que c'était super. À mon avis, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles de fois où justement t'as laissé la place à des collaborateurs ou des collaboratrices pour faire quelque chose et tu t'es rendu compte que c'était génial? Est-ce que tu te rappelles de moments comme ça? Ou qu'elle a fait un truc presque mieux que toi ou je sais pas quoi? Je me rappelle, j'ai surtout en tête, tu vois, des contre-exemples, c'est-à-dire des moments. Ah bah vas-y. Des moments raconte. où en fait, alors c'était pas forcément, pour le coup, c'était pas forcément moi, mais j'ai vu des équipes dont le manager répondait systématiquement, le manager était hyper présent, qui te coupe un peu l'herbe sous le pied. Et du coup, j'ai déjà échangé avec des collaborateurs qui étaient très démotivés, très démobilisés, parce qu'ils avaient le sentiment qu'on leur demandait de faire des choses, mais que, qu'ils étaient pas totalement en ownership, tu vois, de leur sujet. Et si tu veux, j'ai plutôt réagi en contre, en me disant, je ferai jamais ça, moi. Ah ouais. Je peux pas faire ça. Quoi. Non. Et je me dis, non, mais je peux pas faire ça, c'est pas possible, en fait. Donc, c'est plutôt comme ça, en expérimentant le contraire, que je me suis opposée à ça, et je me suis dit, mais non, faut surtout pas que je fasse ça parce que c'est contre-productif. Alors, tu vois, tu parles d'énergie, etc. On a la chance d'être dans des très, très belles entreprises et il y a des collaborateurs qui ont cette énergie, cette passion pour les maisons, pour les marques, pour les produits qu'on vend. Et donc, voilà, on a vraiment des gens qui sont très, très motivés. Et voilà, perdre des gens parce que, voilà, c'est un manager qui est un petit peu trop en quête de je ne sais pas quoi, je trouve ça dommage. Donc, moi, je fais attention à ça. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Quand on bosse chez Dior ou chez Guerlain, on a vraiment plein de gens extraordinaires et on a souvent eu la discussion. Alors, ça fait pas longtemps que t'es chez Guerlain, je sais pas comment ça se passe, mais chez Dior, on a souvent eu la discussion tous les deux. On se rend compte que, parce que c'est des grandes maisons un peu conservatrices, qu'on se dit, oh là là, est-ce que les équipes ont le niveau pour, etc. Et on se rend compte chez Dior qu'elles ont toujours le niveau pour. Elles sont toujours au-dessus des attentes. C'est incroyable. Ouais. Mais moi, je me rappelle d'une discussion qu'on a eue ensemble où on a monté des ateliers ensemble, donc dans mon ancienne vie professionnelle. Et du coup, tu me disais, c'était moi qui étais un peu stressée parce qu'on devait faire parler les équipes, on devait les faire produire. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elles vont dire? Voilà, qu'est-ce qu'elles vont dire et surtout, qu'est-ce qu'on va sortir en fait, quel va être l'input de tout ça, comment on va réussir, tu vois, à entre guillemets s'en servir pour la direction qu'on a envie de prendre avec toute cette équipe. Tu m'avais dit, aie confiance. T'inquiète, elles vont sortir des choses, il va se passer des choses, tu auras la matière en fait, parce qu'elles ont ça en elles, etc. Parce que c'est infusé évidemment régulièrement, elles sont en passionnées. réunion commerciale, voilà. Elles sont passionnées, donc. Oui, voilà, elles sont passionnées, donc elles ont toutes, enfin tout le monde, je dis elles, mais en fait je parle des équipes, mais tout le monde a envie d'avancer. C'est des équipes très féminines. Il y a beaucoup de femmes, mais tout le monde a envie d'avancer dans cette direction. Et c'est vrai que maintenant, enfin tu vois ça, à chaque fois que je dois animer un atelier où je dois laisser parler les gens, j'ai confiance. Je me dis, il va sortir des choses, on va réussir en fait à trouver les bons messages dans tout ça. Maintenant, je suis
très en confiance parce que tu m'as montré qu'on pouvait l'être. Et c'est vrai que dès qu'il y a des moments d'animation, je le fais souvent par moi-même. Tu vois, j'ai même plus besoin j'ai même plus besoin de toi, Patrick. Ça m'est arrivé récemment. Ça m'est arrivé récemment d'animer tu vois, un petit workshop rapide. Et voilà, il y a que du bon en fait de laisser parler les équipes et de les amener, etc. Mais d'ailleurs moi je fais ce conseil à tout le monde tout le temps. Moi je suis assez admiratif de ta capacité à le faire tout de suite, la minute après. Tu vois, ok, je vais essayer. Et vraiment moi si j'ai un conseil à faire, essayez, parce qu'en vrai ça marche très 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 vite. On a presque les résultats immédiatement, quoi. Et donc qu'est-ce que tu fais? Donc comment tu fais? Tu mets quand même de l'énergie pour qu'il parle. J'essaie de le faire de façon interactive, de façon moderne aussi. Donc, tu vois, j'utilise des outils digitaux, je fais flasher des QR codes avec des questions, tu vois, sous forme de icebreaker, apparaître des nuages de mots, etc. Ou des quiz, voilà, et puis des quiz un peu fun aussi, pour un peu décontracter. T'animes, j'anime. Mais tu donnes plus les réponses. Mais je donne plus les réponses. Je donne plus les réponses. Et c'est vrai que tu m'as montré aussi comment ne plus donner les réponses, parce que parfois, à travers mes réponses, je donnais déjà les réponses. À tes questions, à travers, mes questions, je donnais déjà les réponses. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, si, je me rappelle. Voilà. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, attends, mais on n'a pas tous le réflexe, tu vois, cabinet de conseil, accompagné. Non, mais c'est vrai. Et je fais attention à ça. Je fais attention à pas biaiser la réponse dans mes questions et donner la parole, en fait. Donner la parole, je pense que c'est très important de se sentir écouter, en fait, quand tu manages surtout des équipes larges qui ont toutes leurs mots à dire. Et je pense que c'est important de leur donner la parole régulièrement. Et voilà, et d'incarner aussi ce que tu veux faire passer comme message. Et la bonne élève Elisa, comment elle vit ça maintenant? C'est-à-dire que, est-ce que tu as encore des moments où tu trépignes et tu as envie de donner la réponse parce que tu penses que ta réponse est meilleure? Ou est-ce que le plaisir de les entendre faire est passé devant? En fait, tu te rends compte que c'est tellement productif pour le coup de laisser parler les équipes, etc. Que ce soit tes équipes, tu vois, de management de boutique, que ce soit tes équipes, entre guillemets, support au siège, qui gèrent leur sujet, leur projet en toute autonomie, tu te rends compte que c'est hyper important aujourd'hui de leur laisser ce temps-là de parole et quitte à un peu t'effacer. Mais oui, en tout cas, ça, pour le coup, c'est vrai que j'ai changé cette façon de faire. En vrai, ça se voit, je trouve, c'est là que je te dis que moi, je trouve qu'il y a un grand changement. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que maintenant, tu prends vraiment tout de suite du plaisir. Et je me rappelle des ateliers qu'on a fait chez Dior, là, et tu faisais partie des managers qui prenaient le plus de plaisir, et ça se voit, et du coup, les équipes te le rendent, parce qu'elles voient que c'est pas factice, que c'est pas une posture, que ça t'amuse vraiment que ça t'intéresse vraiment de les entendre. Et moi, je trouve que ça se voit, donc je trouve que c'est devenu une marque de fabrique. Et puis, il faut en faire quelque chose, parce que les écouter pour les écouter, c'est pareil, ça sert à rien. Derrière, si t'actionnes tout de suite en disant « Ok, on a compris, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va, c'est super. Donc ça qui va, bien sûr, on continue. Ça qui va pas, comment maintenant on met en place? Et en fait, il faut actionner assez vite. Si tu as des quick wins à faire, tu le fais tout de suite. Et là, tout de suite, forcément, tes équipes, elles se disent, elles nous écoutent. Donc, du coup, ça engage encore plus. Ça crée une dynamique. Et il faut le faire à chaque fois. Ouais. Pour moi, c'est hyper important de garder ce temps d'échange et de varier. Tu vois, de varier la façon de faire. Parce que si tu fais tout le temps la même chose, c'est un peu... Ça finit par être machinal. Oui, voilà. C'est moins spontané, c'est un peu plus boring. Enfin, moi, je trouve que je prends beaucoup de plaisir à entertainer les équipes, tu vois, à animer. À soit la façon de le faire, tu vois. Trouver les moyens que ce soit agréable de réfléchir ensemble, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est aussi, tu vois, je repense à des séminaires qu'on a organisés ensemble, où vous avez cette habitude d'entertainer les gens, de mettre des post-it roses, orange, de mettre des stylos à couleur. Enfin, n'empêche que, tu vois, si tu le fais, alors encore une fois, si tu le fais toute la journée, ça va pas, tu vois. Mais si tu le fais de façon ponctuelle, et si tu montres, c'est un vrai but, en fait. Il faut qu'il y ait un vrai but. C'est ça, faut qu'il y ait un vrai but, que ce soit pas, encore une fois, mettre la forme pour la forme, mais si derrière, en plus, tu concrétises et tu mets en place des next steps, voilà. Pour moi, c'est vraiment super important d'animer cette communauté.
ça se diffuse vite, tu vois, ça se diffuse partout. C'est communicatif, tu vois, l'énergie. Bien sûr, ça s'étend. Hein. Ouais, et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait crédible que tu manages une équipe de 200 personnes. 200 personnes, tu vas pas les entertainer, comme tu dis, les 200 individuellement. Non. Maintenant, ton but, c'est de diffuser cette envie de faire exister l'intelligence des gens. Et 200 personnes, il va falloir que tu emmènes tes managers avec toi. Et donc, moi, je pense que avec ce que tu nous racontes, ça me conforte là-dedans. Tu as atteint le niveau pour le faire. Tu n'es pas obligé de le faire toi-même, quoi. Tu peux. Oui. Et puis, tu vois, je parlais de incarner ce que tu veux que tes managers diffusent. Bah, c'est hyper important. Si toi, tu dis à ton équipe, bah voilà, il faut que vous, managers, vous preniez soin de votre équipe, que votre équipe soit heureuse dans leur travail, que vous les écoutiez exactement, que vous les écoutiez, que vous leur, tu vois, que vous leur donnez la vision de la stratégie. Si toi, tu leur fais pas, bah, ça marche pas, en fait. Il faut aussi leur montrer comment faire. Déjà, peut-être parce que tu as des personnes, effectivement, qui savent pas, donc tu leur montres comment faire. Et puis aussi parce que c'est hyper important d'incarner ce que tu as envie que les autres fassent. Faut faire aux autres ce que tu as envie qu'ils te fassent aussi. Ouais, bah voilà, du coup, pour refaire la boucle, bah non, c'est ça. Moi, voilà, exactement. Pour moi, c'est très, 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 très important. Donc, bah, trop, il faut continuer. Ouais. Alors, il me reste 2 petites questions un peu surprises, mais j'ai vraiment envie qu'on en parle tous les deux. D'abord, on a parlé un peu de tu détestes les doublons. Ah oui. Est-ce que tu peux me raconter? Là, c'est un petit truc, ça m'amuse qu'on en parle, mais ça va dans le sens de ce qu'on vient de se dire, en fait. Oui, c'est vrai que moi, je pars du principe, quand on est deux de la même équipe, c'est-à-dire que tu vois, t'as le manager et t'as quelqu'un de ton équipe à une réunion, je trouve que ça sert à rien, en fait. Je trouve que ça sert à rien, mais parce que, voilà, on a tous des agendas full, on a des semaines qui défilent et on s'ennuie pas. Et donc, moi, je pars du principe que, voilà, si j'ai quelqu'un de mon équipe qui est à la réunion, ça va le faire, tu vois, j'ai pas besoin d'y aller. Donc, c'est vrai que mais ça va un peu avec ce que tu nous as dit juste avant. Oui, voilà, aussi, c'est ça. J'ai tendance à détester, j'appelle ça détester les doublons, mais je trouve que, voilà, je trouve que ça sert à rien. Je sais qu'après, la personne de mon équipe va me débriefer, qu'on va. Enfin, tu vois, et que s'il y a besoin de réorienter, parce que les décisions qui ont été prises à ce moment-là me conviennent pas, je sais que derrière, on va réorienter, quoi, tu vois, que. Oui. Voilà. Et encore une fois, ça laisse de la place à chacun, et on est aussi là, tu vois, aussi en solidarité pour, bah voilà, je peux pas assister à cette réunion parce que j'ai pas le temps, bah j'y vais à ta place. Enfin, tu vois, on essaie aussi de se serrer les coudes par rapport à ces agendas. Donc, ouais, effectivement, ça, c'est pas, c'est quelque chose, je fais un peu la chasse aux doublons, tu vois. Quand je vois qu'on est deux, je me dis, bon, est-ce que ça vaut le coup? Après, quand c'est moi qui initie une réunion et que j'ai besoin d'avoir mon équipe pour onboarder tout le monde, oui, voilà, mais c'est pas un doublon, là. Voilà. Un autre truc comme ça, un peu en rapide, tu rêves, tu me l'as dit, alors tu travailles dans le retail, hein, donc dans la vente, et tu rêves d'avoir un mois sans objectif. Ah là là, Patrick. Ou un trimestre sans objectif. Ah oui, non, mais il faut que tu nous racontes. C'est complètement contre-intuitif. Pourquoi tu voudrais avoir un mois sans objectif? Mais tu sais, il y a, enfin, je veux pas citer de marque, mais il y a des marques dans le retail qui objectivent leurs équipes. Et puis, tu as eu des discussions aussi avec pas mal de managers autour de ça, uniquement sur l'expérience client et plus sur le chiffre. Et voilà, il y a plein de marques qui font ça. Moi, ça me questionne beaucoup. Je me dis, mais finalement, enfin voilà, est-ce que c'est la bonne façon d'objectiver ses équipes? Est-ce que c'est la bonne direction? Et je pense que pour être cohérent avec ce qu'on impulse aujourd'hui dans nos maisons de luxe, et ben c'est la relation client. C'est la relation client, et j'aimerais un jour, si j'y arrive, en tout cas, non mais c'est vrai, je rêverais de pouvoir faire, tu vois, un mois de tester un modèle où on n'objectiverait plus sur le chiffre d'affaires, mais uniquement sur d'autres indicateurs. Tu vois, qui serait plus autour de la relation client, par exemple, tu vois. Mais donc, j'inventerais rien, hein, tu vois, j'inventerais rien, mais je rêverais d'avoir le courage de le faire, ou enfin, tu vois, c'est quelque chose qui me fait réfléchir. Tu vois, j'y pense, je me pose la question, je me dis bon, comment réagiraient les équipes aussi? Je suis sûre qu'il y a, voilà, à mon avis, il y aurait 2 salles, 2 ambiances. Tu vois, t'en aurais, enfin, je pense, qui continueraient de se fixer des objectifs et de fixer des objectifs à leurs équipes, qui paniqueraient à l'idée d'avoir 0 à faire aujourd'hui et de se dire bon bah voilà, on verra. Ouais, ça, je pense que tu vois, quand t'es en retail, un tu mois, fais un on point verra, chiffre, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et puis, je pense que t'as peut-être une autre, un peu plus aventurière, tu vois, qui se dirait, allez hop, on y va, on donne pas d'objectif. Je pense que t'aurais un peu de 2 salles, 2 ambiances. Ah, mais moi, j'aimerais tellement un mois, on verra. Je pense que ça coulerait pas Guerlain, hein, si tu veux. Non, mais pour de vrai, vous avez une marque qui est tellement forte, qui est tellement magnifique, avec des gens qui savent
parce qu'ils viennent chercher chez vous et objectivement, ils viennent chercher un peu de rêve. Enfin, c'est une magnifique marque avec. Bon. Et donc, je pense. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être très nuisible. Mais il faut juste se demander pourquoi on le fait, quoi. Est-ce que c'est un test pour ensuite ne faire que ça après? Est-ce que c'est un message qu'on fait passer, tu vois? Mais qu'après on retourne au système traditionnel, mais enfin, tu vois, faut savoir pourquoi on le fait. Donc c'est ça où là, je suis pas encore très claire et voilà. Et c'est, tu vois, c'était une petite idée dans ma tête que j'ai partagée avec toi. Mais je pense que c'est une idée qu'il faut. En tout cas, moi, je trouve que dans une entreprise, c'est sain qu'on puisse évoquer l'idée. Quelle que soit la décision qu'on prend à la fin, tu vois, j'ose t'en faire parler parce qu'en fait, on ne prend pas la décision tous les deux. Non, bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de dire, et si on faisait ça, qu'est-ce que ça ferait? Et envisager cette opportunité ou cette idée-là, ça coûte rien de l'envisager. Après, on va peut-être se dire, attends, c'est trop risqué, ou on n'est pas prêt, ou tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, l'envisager, pour moi, ça coûte rien et ça fait réfléchir sur. Ça fait réfléchir. Voilà, et ça fait réfléchir sur. Mais on anime comment nos équipes quand on leur demande? En fait, ce que je trouve bien, c'est que quand tu t'ouvres toutes les barrières, finalement, même si tu vas pas aussi loin, ce dont tu avais rêvé au départ, tu vois, n'empêche que ça. Je trouve, c'est une façon de développer sa créativité. Bien sûr. Se dire, et si on faisait ça? Et tout le monde te regarde, oui, non, bon, ok, on va pas le faire comme ça. Mais alors, du coup, si on faisait ça? Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que ça te fait réfléchir, ça te fait devenir créatif. Et voilà, je trouve que dans nos métiers, même pas que de retail, mais c'est chouette de toujours s'auto-challenger et toujours se dire, tiens, pourquoi on le fait comme ça? Moi, je sais que, voilà, je viens d'arriver dans une société, je me suis posé la question de tout. C'est-à-dire, pourquoi on le fait comme ça, pourquoi on le fait comme ça, pourquoi? Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que c'est super et on est content et voilà, il faut qu'on laisse comme ça? Est-ce qu'on peut juste changer un tout petit peu les choses? Je pense qu'il faut toujours être dans cette dynamique-là. Je trouve encore plus quand tu prends un nouveau poste, de se dire, est-ce que pourquoi on le fait comme ça? Et puis toi, en plus, ton poste, il s'appelle directrice du retail, il se trouve. Mais directrice, ça veut dire montrer une direction. Enfin, il y a un moment donné où la directrice, elle peut pas juste appliquer les règles de l'entreprise. Sinon, c'est pas une directrice. Sinon, c'est une responsable éventuellement ou une. Mais si tu es directrice, il faut probablement, forcément, proposer des directions. Certaines vont être retenues complètement, partiellement, pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, ça fait partie de votre responsabilité de directeur. Ou alors, ça veut rien dire. Et à ce moment-là, c'est juste un titre honorifique pour avoir la voiture de fonction. Mais si on est un peu conséquent par rapport à ça, je trouve ça intéressant. Et ça me fait penser, d'ailleurs, ça fait un lien avec la vidéo, je sais que tu l'as regardée, de Franck, que j'ai interviewé il y a quelques temps, de Volkswagen, qui se pose le même genre de questions, au final, sur le rapport entre les objectifs de vente et les vendeurs, etc. Et je pense que c'est dans la distrib aujourd'hui, que ce soit de l'automobile, du parfum de luxe ou autre chose, je pense que c'est une vraie discussion du moment, avec les questions qu'on se pose sur la croissance, avec les questions qu'on se pose sur la façon dont on doit vendre des produits. Je pense que c'est une question moderne de se poser ça. Ouais, ça a beaucoup résonné en moi, cette vidéo, parce que c'est vrai qu'il y a plein de problématiques qui se posent autour de ce changement dont Franck parlait. De perdre tes anciens vendeurs qui étaient sur un ancien modèle, donc de perdre des gens. Après, tu t'en gagnes d'autres, des gens qui ont une approche aussi un peu plus. Oui, moi aussi, je trouve que c'est plus moderne, mais voilà. Appelons ça moderne. Ah oui, appelons ça moderne. Tu vois. Voilà, c'est ça. Tu gagnes des personnes dans ton équipe, et puis ce qui est pas simple, c'est vraiment ce shift-là, même de se dire, bon, tu fais une année, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on raisonne toujours sur des historiques. Tu vois, on construit des objectifs sur des historiques. Tu sais que tu prêches un convaincu, là. Et en fait, les historiques, c'est horrible. C'est horrible, les historiques, parce que, tu vois, tu veux faire quelque chose, tu construis quelque chose tu changes ta façon de construire ta maison, puis on te dit, oui, mais en fait, avant, on était comme ça, et puis en fait, ça veut dire que tu fais moins 20, mais tu fais plus 40, et tu dis, oui, mais en fait, c'est la bonne façon c'est ce que je veux faire, en fait. C'est ça. Oui, mais ça fait moins 20. Oui, mais ça fait plus 40. Et en gros, ça te sclérose, quoi. Tu peux rien faire. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver face aux historiques et d'être un peu coincée, de se dire, bon, tu vois. Alors que pourtant, tu sais que la direction, c'est celle-ci, c'est beaucoup plus efficace. Tout le monde est d'accord. Tu vois, c'est juste mais sauf que l'année dernière, on a fait tel chiffre et qu'il faut le refaire. Voilà. Moi, je le vois tout le temps, peut-être moins chez vous. Vous faites peut-être pas des Black Friday chez vous. Mais pour moi, c'est ce qui explique la course en avant de ce genre de promotion qu'on ajoute, les Black Friday, puis après, il y aura d'autres trucs, etc. Qui sont à la fois, à mon avis, complètement anachroniques. C'est-à-dire que c'est vraiment de la pure conso sans vraiment de sens. Les soldes, à l'époque, ça avait du sens parce qu'il fallait épurer les stocks, mais Black Friday, c'est pas du tout pour ça qu'on le fait. Et pour moi, le problème de ce genre de truc, c'est l'historique. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton Black Friday en novembre et que tu as fait un bon chiffre avec une rentabilité nulle et puis en dégradant ton image, mais tu as fait un bon chiffre, l'année d'après, tu es un peu coincé, il faut le refaire.
Et moi, je trouve que tu as cette spirale de l'historique, ça bride la créativité à un point qui est très inquiétant pour moi dans les entreprises. On ne devrait pas fonctionner en historique, on devrait faire des objectifs en... Ouais. Mais bon, malheureusement, tu vois, ça fait partie de la complexité des grosses structures, quoi. Mais je crois qu'il faut pareil oser le dire. Moi, j'avais eu ces discussions chez Dior à une époque et j'avais dit, oh là là, on vient d'avoir le Covid, là, on a une année toute bizarre qui ne peut pas servir d'historique dans plein de métiers. Profitons-en pour ne pas avoir d'historique et faire une année propre. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ça nous a aidé, hein. Le Covid, sûr. Ça nous a aidé forcément à remettre à plat certaines choses, d'oser repartir sur de nouvelles règles. Donc ça, c'est sûr que ça nous a aidé. On avait un historique pas fiable, donc on a pu faire ce qu'on voulait. Ouais. Dès que ton historique il est fiable, et là 2023, j'espère qu'il va pas y avoir de catastrophe, donc l'historique va être fiable, donc 2024, il va falloir faire mieux. Et ça, c'est vraiment pour moi un problème, et c'est pas spécialement Guerlain, tout le commerce c'est comme ça. C'est vraiment pour moi un problème du commerce, de ne pas réussir à raisonner par rapport à l'avenir, et de toujours devoir raisonner par rapport à ce qui s'est passé 365 jours avant. Ce qui est absurde en fait. Il n'y a pas plus conservateur comme système quand il réfléchit. Ouais. J'espère que vous arriverez à faire évoluer ça. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, compte sur moi pour pouvoir suggérer des idées créatives. Ça, c'est sûr que je ferai. Écoute, merci beaucoup pour cette discussion. J'ai une petite question rituelle à la fin. Si aujourd'hui tu dois rencontrer un jeune homme ou une jeune femme qui démarre dans le management et qui a son premier poste, sa première équipe de 10-15 personnes, et que tu devais lui donner un conseil, ce serait quoi que tu dirais aujourd'hui à un manager qui débute ou une manager qui débute ? Je dirais un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'incarner ce que tu as envie de faire passer à tes équipes. C'est hyper important de l'incarner. Ouais. Être fidèle à toi-même. Ouais, exactement. Et fidèle à toi-même et surtout, fidèle à ce que tu veux qu'il fasse. C'est-à-dire que toi-même, tu dois être comme ça. Tu vois, c'est ce que je disais, si tu demandes à tes équipes d'être rigoureuses, toi-même, tu dois être rigoureux. Ouais, si tu demandes à tes équipes de pas écrire trop de mails, toi-même, tu dois pas écrire trop de mails. Voilà. Ouais. C'est vraiment ça qui est important, en fait, je pense. Et voilà, et parfois, t'as le naturel qui te rattrape, t'as envie d'écrire un petit mail, etc. Je dis ça parce que j'embête mes équipes en leur disant que, voilà, on écrit trop de mails. Et donc... Et tu leur dis par mail ? Non. Ça pourrait, non, mais parfois je leur dis, je suis à 2 doigts de t'écrire un mail, à 2 doigts de transférer, et je me bloque, tu vois, en me disant non, il n'y a pas d'urgence. On se voit dans 3 jours, on a un one-to-one physique d'1 heure, on en parle à ce moment-là. Et en plus l'échange, tu vois, c'est tellement plus sympa que le mail. Après le mail il est très utile, bien sûr, pour informer, pour mettre. Voilà, le mail pas un combat sert. Anti-mail. Voilà, non, exactement. Du coup, tu vois, ce que je veux dire, c'est incarner vraiment. Ce qu'on veut être. Voilà. Merci beaucoup Elisa pour la discussion. Je pense qu'on peut te retrouver sur LinkedIn notamment, tu dois y être. Donc Elisa Kong, si vous voulez aller voir son parcours et puis qui tu es aujourd'hui, donc vous retrouverez Guerlain. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour le faire en vrai.